Aujourd'hui, eh bien, le président, cette fois, a visité un centre de réfugiés à Angers. 15 000 d'entre eux sont arrivés en France. Voilà, vous le voyez sur ces images, le président dans ce centre d'accueil. 15 000 personnes, essentiellement des femmes et des enfants, hein, puisque les hommes sont pour la plupart restés combattre. On attend une prise de parole éventuelle du président d'ici à quelques minutes. Une question pour vous, Pierre-Alexandre Anglade. C'est une obligation de recevoir ces réfugiés. L'Élysée parle d'une centaine de milliers potentiellement qui chercheraient refuge chez nous. Oui, je crois que face à la situation de guerre dans laquelle se trouve le continent européen, parce que cette guerre n'est pas aux frontières de l'Europe comme on l'entend parfois, mais elle est au cœur de l'Europe. L'Ukraine est un pays européen. Je crois que c'est le devoir, l'exigence morale qui doit animer chacun des pays européens, et en particulier la France, qui a une tradition d'asile, qui a la tradition d'accueillir celles et ceux qui fuient les conflits. Et je trouve que notre pays, au-delà de ses représentants politiques qui tendent la main aux Ukrainiens, eh bien notre pays s'honore à travers sa population qui, dans un élan de solidarité assez remarquable, propose des biens, des vivres, du matériel de première nécessité, mais aussi leur maison, leur appartement, pour accueillir ces femmes, ces enfants et parfois ces hommes, mais beaucoup de femmes et d'enfants. Moi, j'étais à Strasbourg le week-end passé, j'ai vu plusieurs bus d'Ukrainiens arriver. Ce sont des bus remplis de femmes et de très jeunes enfants qui fuient la guerre, qui arrivent très fatigués, qui sont traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Et donc notre pays s'honore à les accueillir. Et je suis convaincu et je sais que l'État sera à leur côté pour leur donner tous les moyens de passer le temps qu'ils auront besoin de passer en France, et le moment venu, peut-être de retourner un jour dans leur pays. Luc Grail, il y a une forme de consensus politique à travers la classe politique pour accueillir ces réfugiés. Alors il y a aujourd'hui une forme de consensus. Ce n'a pas toujours été le cas, puisque un certain nombre de candidats s'étaient positionnés de manière un peu hasardeuse pour dire que M. Poutine était l'incarnation de la souveraineté et d'un nationalisme bienfaiteur. Aujourd'hui, devant la tragédie que vit l'Ukraine, chaque candidat, y compris ceux qui avaient de la sympathie pour M. Poutine, sont obligés électoralement de reconnaître qu'il y a un drame sous nos yeux, qu'on voit sur toutes les télévisions et sur LCI notamment, et qui ne peuvent pas laisser indifférents. On l'a vu, les candidats qui étaient dans une position la plus opposée à M. Macron, et notamment en critiquant son attitude sur l'Ukraine, ont baissé dans les sondages. Alors, il n'y a pas forcément un lien de causalité, mais on voit bien, par exemple, chez Éric Zemmour, qu'il a mis de l'eau dans son vin. Je vous interromps, voici le président. Donc, depuis Angers. Les parlementaires, monsieur le maire, madame la présidente du conseil départemental, monsieur le président du conseil, et monsieur le préfet, également l'ensemble des services de l'État. Et vraiment remercier l'ensemble des travailleuses et travailleurs sociaux qui nous ont accueillis aujourd'hui. C'était très émouvant. Et très fort d'être à vos côtés. Donc merci pour votre travail de ces derniers jours et celui qui est fait tout au long de l'année au demeurant. Je remercie l'ensemble des associations qui, en France, œuvrent aujourd'hui pour accueillir les réfugiés venant d'Ukraine, mais qui, tout au long de l'année, d'ailleurs, et quels que soient les conflits qu'il y a à travers le monde, permettent à la France d'honorer sa parole, ses principes, ses valeurs, qui est d'accueillir celles et ceux qui fuient la guerre et sont des combattantes et combattants de la liberté. En étant présent à vos côtés aujourd'hui, ici, je veux évidemment dire la mobilisation de la nation tout entière pour conduire ce travail. Nous avons la guerre, nous l'évoquons depuis maintenant plusieurs semaines malheureusement, qui est revenue en Europe. Il y a plus de 3 millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens qui ont fui leur pays à cause des bombes et de l'agression russe. Et ces femmes et ces hommes fuient à travers l'Europe, et je crois que je sais que notre devoir est de pouvoir les accueillir, les protéger dans les meilleures conditions possibles. La France, comme je l'ai dit depuis le début de cette guerre, prendra sa part, et nous la prenons. Nous nous sommes mis en capacité, je veux remercier le ministre de l'Intérieur et la ministre déléguée d'avoir piloté ce travail, qui est éminemment interministériel, et aussi à côté d'eux l'ensemble des membres du gouvernement concernés. Mais nous nous sommes mis en capacité déjà de mobiliser les premières places d'accueil. Et c'est un travail qui se fait conjointement
avec nos élus partout sur le territoire, avec évidemment les services de l'État, avec les associations qui font ce travail et souvent aussi avec la solidarité très concrète des Françaises et des Français. Nous nous sommes mis en situation de pouvoir accueillir au moins 100 000 Ukrainiennes et Ukrainiens, mais nous prendrons, comme je l'ai dit, notre part et nous protégerons celles et ceux qui arrivent sur notre sol. Et nous aurons aussi une solidarité à avoir à l'égard des pays qui aujourd'hui sont le plus sous pression. Nous avons pris des engagements en particulier à l'égard de la Moldavie, qui a accueilli beaucoup de réfugiés ces dernières semaines et que nous allons aider dans les prochains jours en reprenant des femmes, des enfants, des hommes pour les protéger. Et donc vous le voyez, l'Union européenne est mobilisée, elle s'est organisée très vite. Nous avons organisé la solidarité européenne et les structures juridiques. Nous nous sommes organisés en Européens pour pouvoir donner des titres provisoires protégeant celles et ceux qui arrivent sur notre sol. Et nous sommes en train d'organiser, la présidence française, avec la Commission et l'ensemble de nos collègues, eh bien, le partage de l'effort que tous les Européennes et tous les Européens doivent mettre en œuvre pour accueillir dans les meilleures conditions. Dans les prochains jours et les prochaines semaines, nous allons continuer et poursuivre ce travail, qui est d'abord un travail d'accueil, de permettre à ces femmes et ces hommes d'arriver dans les meilleures conditions, de pouvoir avoir un hébergement d'urgence et de pouvoir instruire leurs droits. Je veux remercier l'ensemble des services de l'État qui ont pu raccourcir les délais pour que, dans les temps les plus rapides, en lien avec justement les associations, les travailleurs sociaux, nous puissions faire ce travail très vite. Ensuite, c'est de permettre de soigner celles et ceux qui en ont besoin. On évoquait tout à l'heure, de manière importante, le fait que des enfants, des adolescents, des femmes, des hommes arrivent avec des traitements dont ils ont besoin, qu'il faut pouvoir très vite restabiliser et donner. Donc c'est la santé, c'est évidemment l'hébergement et de la stabilité. C'est ensuite de l'éducation, et donc nous allons mobiliser nos communes, notre éducation nationale à cette fin. Et c'est de permettre, par l'apprentissage de la langue et le travail, de donner aussi une stabilité, une place, une dignité le plus vite possible. C'est tout cela l'accueil. Et donc vous le voyez, cela va nous mobiliser dans les semaines et les mois qui viennent. Nous en avons la capacité, nous en avons le devoir. Et je pense que cette fraternité est aussi notre dignité collective. Donc, à nouveau, je veux vraiment ici remercier l'ensemble des associations qui font ce travail, remercier les services de l'État, remercier nos élus, remercier les travailleurs sociaux et les bénévoles et nos compatriotes qui, je le sais, sont très mobilisés dans ce moment particulièrement éprouvant pour notre Europe, mais surtout ce moment terrible pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens aux côtés desquels nous nous tenons. Je vais maintenant répondre à vos questions. Monsieur le Président, lors de vos échanges avec ces familles, plusieurs d'entre elles, des mères de famille notamment, vous ont supplié de fermer le ciel ukrainien, vous répétant aussi qu'il était aujourd'hui inutile de discuter avec Poutine. Est-ce inutile aujourd'hui de discuter avec le président russe ? D'abord, j'ai un immense respect pour les demandes qui m'ont été faites et vous avez noté comme moi que toutes les mamans qui étaient là, parce que c'était des mères ou des grands-mères, avaient leurs époux ou leurs fils aînés qui étaient restés au combat dans leur pays. Et donc, leur demande est légitime. Ce que j'ai essayé de leur expliquer, c'est qu'en effet, le choix que nous avions fait, et que j'assume, nous, Français, nous, Européens, et qui a été aussi partagé par les autres nations du monde, est de ne pas entrer en guerre avec la Russie. Or, décider d'une zone de neutralité aérienne en Ukraine, c'est entrer en guerre avec la Russie, puisque c'est décider de combattre l'aviation russe là-bas. Et donc, notre action reposait sur les sanctions les plus massives possibles pour permettre d'étouffer l'effort de guerre russe et de stopper cette offensive. Le soutien à l'Ukraine, humanitaire, d'équipement militaire, et le soutien à la population, ce que nous faisons ici aujourd'hui, et l'initiative diplomatique pour à la fois isoler et convaincre de reprendre les discussions. Je continue de croire qu'il y a une utilité à ce travail. Et donc je le poursuivrai dans les prochaines heures, encore et encore. D'abord parce que je pense que c'est ce qui permet parfois d'éviter des situations qui se dégraderaient encore davantage. Je le rappelais, mais sur le nucléaire civil ou quelques points humanitaires.
Mais ensuite, c'est aussi préparer, dès que l'opportunité sera là, que la pression sera suffisante, c'est de préparer la reprise d'une sortie négociée de cette guerre et donc la fin du conflit. Notre objectif prioritaire est le cessez-le-feu. C'est aussi à cette fin que je me suis entretenu il y a moins de 48 heures avec le président Biden. Et c'est à cette fin que je continuerai de concerter dans les prochaines heures et les prochains jours. Et plus nous arriverons à rassembler pour mettre la pression sur la Russie, plus nous pourrons obtenir ce résultat. Bonjour Monsieur le Président, nos confrères de Disclose ont révélé que la France a maintenu la livraison de matériel militaire aux Russes depuis 2014. Alors c'était pas illégal parce qu'il y avait des contrats qui étaient antérieurs à la crise de 2014. Pour autant, est-ce que vous considérez que c'est une faute de l'État? Est-ce que c'est moral? Est-ce qu'au vu de la situation, ce n'est pas justement... est-ce que c'est acceptable? La France s'est conformée en 2014 exactement à ce qui convenait, c'est-à-dire... au droit international et aux choix qui ont été les nôtres. Le président Hollande a pris des décisions, y compris des décisions très fortes et structurantes à l'époque, je vous le rappelle, puisqu'il y avait des BPC qui étaient censés être livrés à l'Ukraine et ces contrats ont été rompus. Et l'ensemble des contrats qui étaient couverts par les engagements de la France et qui n'étaient pas conformes à ce moment-là à ce qui a été décidé en 2014 ont été interrompus. Ce qui a été... mise en lumière par vos collègues et qui correspond d'ailleurs à ce que la France n'a jamais caché, ce sont les fins de contrat dans des montants très réduits, essentiellement d'ailleurs sur des équipements qui sont tout à fait connus et qui étaient en conformité avec ces engagements de la France. Et donc la France a pris les décisions qu'elle devait prendre en 2014 et je les défends ici, même si ce n'est pas moi qui les ai prises. Nous nous y sommes scrupuleusement tenus et c'est ce qu'on venait de faire. Voilà. Bonjour Monsieur le Président, Paul Larouturou, LCI. Double question, faut-il commencer à se rationner en France, notamment en gaz, comme après le choc pétrolier de 1973? Et puis les premiers ministres polonais, tchèques et slovènes sont actuellement en route pour Kiev. Envisagez-vous vous-même de vous déplacer à Moscou pour rencontrer physiquement Vladimir Poutine? Ou, même si j'imagine évidemment que votre service de sécurité vous le déconseille, envisagez-vous de vous rendre à Kiev pour soutenir le président Zelensky? J'ai quotidiennement le président Zelensky au téléphone et j'échange avec lui pour essayer d'œuvrer justement... à une solution utile et aussi parfois pour répondre à des demandes ponctuelles qui sont les siennes. Et j'ai de manière régulière le président Poutine. Je n'exclus rien et aucune initiative politique. Je le ferai quand je considérerai qu'il peut y avoir un résultat utile et tangible. Vous pourriez y aller? Je n'exclus absolument rien, mais aujourd'hui les conditions ne sont pas remplies qui permettraient de faire d'un tel déplacement quelque chose qui soit de nature à changer la donne. Et donc je vais pour le moment continuer à œuvrer avec la méthode qui est la nôtre. Ce que vous m'avez vu faire ces derniers temps, c'est d'abord continuer ce travail de discussion avec l'un, avec l'autre, continuer un travail intense en européen, et nous le ferons avec la perspective du Conseil européen de la semaine prochaine, et ensuite d'élargir aussi nos initiatives diplomatiques, travail avec les États-Unis d'Amérique. Il y avait d'ailleurs eu plusieurs travaux de coordination ces dernières heures et derniers jours avec Européens et Américains. Travaille aussi avec la Chine. J'ai eu le président Xi Jinping il y a quelques jours pour justement essayer de produire cette solution diplomatique négociée utile. D'abord un cessez-le-feu et un règlement du conflit. Je n'exclus donc aucun déplacement, mais il n'est pas prévu dans les prochaines heures ou les prochains jours. Sur les sujets ensuite de réponse à la crise énergétique, qui est une conséquence directe de la crise, qui vient aggraver une situation de tension sur les marchés. Nous avons pris des mesures de soutien au pouvoir d'achat à court terme. Maintenant, la situation va continuer d'évoluer. Et donc, nous devons nous préparer, Françaises, Français que nous sommes, et Européens, à tous les scénarios. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Et donc, nous sommes en train de regarder les voies de substitution pour trouver d'autres acheteurs à court terme, pour accélérer notre transition et pour pouvoir réduire notre consommation de manière choisie par justement des rénovations plus rapides, des changements de parc de véhicules plus rapides, etc. Et dans l'ensemble des réponses qui sont les nôtres, il peut y avoir des recommandations, en effet, de moindre consommation ou d'ajustement. Je pense qu'il ne faut rien exclure aujourd'hui à l'ensemble des dispositifs que nous aurions à mobiliser, parce que nous ne savons pas comment le conflit va continuer d'évoluer. Et il est clair que si nous voulons être dissuasifs, nous ne devons exclure aucune forme de sanction. Il est clair que la nature de la conflictualité est telle que les représailles
économiques et énergétiques peuvent aussi donner lieu à des baisses de livraison. Et donc, nous devons nous mettre en capacité de nous organiser pour moins dépendre. Et donc, cela peut faire partie plutôt dans une forme de recommandation dans un premier temps. Mais évidemment, tout ça, nous allons l'anticiper, l'organiser, le concerter. Bonjour Monsieur le Président, Simon Le Baron de France Inter. Une question, je pense, qui a interpellé pas mal de Français et qui a même fait débat. L'été dernier, lorsque des hommes et des femmes, eux aussi en danger, fuyaient le régime des talibans en Afghanistan, vous aviez parlé, en plus des Afghans et des Afghanes qu'il nous faudrait accueillir, des flux migratoires irréguliers contre lesquels l'Europe allait avoir à se protéger. En quoi la situation est-elle différente aujourd'hui ? C'est toujours la même chose. Et je pense qu'il ne faut absolument pas... J'ai pris d'ailleurs la précaution au début de mon propos de parler dans l'ensemble des théâtres de guerre. Et mon propos d'août dernier couvrait bien les deux sujets. L'asile constitutionnel, la protection des femmes et des hommes qui fuient la guerre, des combattants de la liberté, est inconditionnelle. Mais nous savons qu'il y a toujours, à côté de ça, des réseaux de migration clandestine, d'autres systèmes qui se mettent en place. Et si on fait le distinguo, c'est aussi honorer la nature du premier. Et donc, je me suis toujours attaché à ce que nous soyons à la hauteur de nos valeurs. Et je regarde aussi les chiffres ces dernières années. Et je ne veux ici absolument pas faire de politique. Ça n'a pas commencé en 2017. Je crois que c'est l'honneur de la France. Quelle que soit la pression migratoire, nous avons toujours fait partie des pays d'Europe dont les taux de protection à l'asile sont parmi les plus élevés. Et y compris quand il s'agit d'Afghanes ou d'Afghans. Et ça n'a pas changé avec le mois d'août, c'était une très mauvaise polémique. Mais à côté de ça, quand il y a des mécanismes de fraude, des gens qui essaient en quelque sorte, bénéfice de la situation, de continuer à alimenter ce que sont des chemins de la misère, nous devons continuer d'être rigoureux. Et je crois que ce à quoi nous sommes attachés, c'est l'humanité et la fraternité de nos valeurs. La France a cette histoire. On l'évoquait avec dirigeants de France Horizon et l'ensemble ici des travailleurs qui étaient là. C'est notre histoire, notre force. Et moi, je ne laisserai personne vouloir nous faire céder sur ce point. C'est ce qui nous a fait. C'est dans notre Constitution, c'est même dans le préambule. C'est ce qui a fait notre Europe aussi au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Mais à côté de ça, si on veut pouvoir continuer à assurer ce devoir d'humanité, de fraternité, cette protection, si on veut le faire dans de bonnes conditions, il faut aussi pouvoir, face à d'autres phénomènes migratoires, assurer un contrôle de nos frontières, contrôle rigoureux. Et donc dire parfois, non, vous n'êtes pas éligible à l'asile, non, vous n'êtes pas en situation régulière, et donc nous ne pouvons vous garder sur le sol français, nous allons vous raccompagner là d'où vous venez, parce qu'il n'y a pas de risque pour vous, parce que ce n'est pas un pays en guerre, parce que vous n'y êtes pas menacé, et parce que vous êtes arrivé par des voies irrégulières sur notre sol. Ce sont deux choses différentes. Voilà, je pense que la nuance, l'esprit de distinction aide aussi à faire œuvre d'humanité. Monsieur le Président, est-ce que vous avez des nouvelles de la journaliste Marina Ovsiasnikova? Je suis désolée pour la prononciation. Est-ce que vous savez comment elle va, où elle est? Le cas échéant, est-ce que la France pourrait faire un geste en sa faveur, l'accueillir par exemple à l'ambassade de France comme le demande Yannick Jadot ou autre? Merci. Merci de le rappeler, ce qui me permet ici à nouveau de dire évidemment le soutien de la France inconditionnel à tous les journalistes qui couvrent la guerre en Ukraine et les journalistes aussi qui font œuvre d'informer en Russie et dans tous les États qui seraient soumis à des pressions politiques leur empêchant de faire ce travail. Et je veux ici redire vraiment notre solidarité, je l'ai exprimé dimanche à l'égard de votre confrère qui a été abattu lors des attaques de dimanche, après aussi les confrères ukrainiens qui ont été abattus. Et donc la France ici condamne très fermement tout emprisonnement de journalistes comme toute manipulation. Et évidemment, nous allons lancer les démarches diplomatiques visant à offrir une protection, soit à l'ambassade, soit aussi une protection asilaire à votre confrère. J'aurai l'occasion, lors de mon prochain entretien avec le président Poutine, de proposer d'ailleurs cette solution de manière directe et très concrète, comme je l'ai fait à chaque fois. Je souhaite en tout cas qu'au plus vite, nous puissions avoir toute clarté sur sa situation personnelle et sa capacité à poursuivre son travail. Merci beaucoup. Merci à nouveau pour votre formidable travail. Je le dis avec beaucoup d'émotion. Je pense que tout le monde a été très touché. Merci.
Voilà pour cette intervention en direct du chef de l'État, en direct de La Pommeraye dans le Maine-et-Loire, c'est près d'Angers, avec Gérald Darmanin et Marlène Schiappa. Le chef de l'État donc visitait un centre d'accueil des réfugiés. 3 millions d'Ukrainiens ont fui à cause de l'agression russe, a dit le chef de l'État. Et la France prendra sa part avec l'accueil de 100 000 réfugiés. Nous sommes en capacité d'accueillir 100 000 réfugiés, a dit le chef de l'État. Un accueil fait en concertation avec les partenaires européens. Vincent Hugeux, ces réfugiés, pour la plupart, ils sont passés par la Pologne, mais ils arrivent aussi dans d'autres pays européens, comme chez nous. Est-ce qu'ils ont vocation réellement à rester en France, ou ils cherchent à repartir le plus vite possible chez eux ? C'est ce qu'on entendait beaucoup au début du conflit. De ce cas de figure, au fond, assez classique. Loin de moi l'idée d'émettre le moindre doute sur la sincérité de l'élan qui vient de toutes les provinces françaises. L'un propose une chambre vacante, l'autre des vêtements, des repas chauds, etc. Tout ça est admirable. Le problème est le suivant, c'est que si vous installez durablement ces civils ukrainiens en France, que vous le vouliez ou non, vous entérinez un changement de rapport de force là-bas, chez eux. Leur vocation devrait être de rentrer à la maison, quitte à la reconstruire d'ailleurs, avec notre concours et celui d'autres institutions internationales, et non pas de s'inventer une nouvelle vie ici. Donc, je veux dire, faisons attention à ce que cet élan, encore une fois, de générosité incontestable, ne contribue pas, d'une certaine manière, à modifier les données du terrain en Ukraine. Et puis, alors, pardonnez-moi, mais au risque de casser l'ambiance, méfions-nous quand même aussi, et mon propos s'adresse autant à la société française qu'à son exécutif, méfions-nous de la générosité à géométrie variable. J'aurais aimé, très franchement, moi qui ai couvert ces conflits, que, on fit preuve de la même empathie active vis-à-vis des Afghans, des Irakiens ou des Syriens. Et là, on sent bien qu'il y a un non-dit parmi certains des candidats à la présidentielle imminente. Moi, je suis désolé, mais la conversion humaniste d'un Éric Zemmour, elle est quand même laborieuse et douloureuse. Voilà quelqu'un qui ouvre ses bras à condition que les réfugiés restent en Pologne. Bon, donc voilà. Donc tout ça pour dire simplement que je ne veux absolument pas sous-estimer l'impact que peut avoir l'arrivée relativement massive d'étrangers qui s'installent en France. Mais quand j'entends, grosso modo, petite musique assez perverse, qu'elle soit explicite ou pas, selon laquelle il y aurait des bons réfugiés parce qu'ils nous ressemblent et d'autres qui seraient inassimilables, pour reprendre un lexique détestable, j'ai quand même un petit souci. Pierre-Alexandre Anglade, une réaction à ce que dit Vincent Hugeux. Est-ce qu'il y a 2 poids 2 mesures dans l'accueil des réfugiés ? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a tout. Enfin, je comprends très bien le propos de monsieur. Effectivement, dans la classe politique française, de façon très claire, il y a une forme de distinction qui s'opère. Quand Madame Le Pen, quand Monsieur Zemmour retournent leur veste de la façon dont ils l'ont fait ces derniers jours sur l'accueil inconditionnel des réfugiés, il est évident qu'ils ne l'auraient pas fait de la même façon si ces réfugiés venaient d'un autre continent ou étaient parfois d'une autre confession. C'est une réalité, et dire l'inverse ne serait effectivement ne pas dire la vérité aux Français. D'ailleurs, Marion Maréchal Le Pen le dit aussi de façon assez explicite, en expliquant d'ailleurs qu'il faut se méfier de ces flux de réfugiés ukrainiens parce qu'au sein de ces flux, il y aurait des hommes et des femmes qui viendraient d'autres continents, qui seraient d'autres religions, qui seraient au fond, qui ne seraient pas de vrais Ukrainiens. On a vu toute la polémique qu'il y a pu avoir notamment ces derniers jours. Donc méfions-nous du double discours qui peut exister dans la classe politique. Après, les Françaises et les Français ont toujours su faire preuve de beaucoup d'accueil de la part de celles et ceux qui fuient à la guerre, qu'ils viennent de Syrie. Moi, je me rappelle d'élan de générosité très fort vis-à-vis des réfugiés syriens en 2015 au plus fort de la vague. Et donc ça, c'est une constance du peuple français. Et enfin, un dernier mot sur le retour éventuel des Ukrainiens et des Ukrainiennes un jour dans leur pays. Effectivement, ces femmes et ces hommes, et d'ailleurs ils le disent assez directement quand on les interroge, veulent retourner dans leur pays. Parce que d'abord, leur père, leurs frères, leurs maris restent dans le pays pour combattre et défendre leur terre. Et donc ils veulent retrouver les leurs. Et c'est pour ça qu'on a mis en place au niveau européen ce mécanisme de protection temporaire qui permet
le jour où le conflit cessera, où les conditions de sécurité le permettront, eh bien, aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens de retourner dans leur pays, ce qui n'aurait pas été le cas de la même façon s'ils étaient passés par le statut de réfugiés classique dans le droit tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc il y a une urgence aujourd'hui à accueillir ces femmes et ces hommes, et c'est ce que nous faisons de la manière la plus solidaire et la plus sérieuse possible, c'est ce que vient de rappeler le président de la République. Et effectivement, un jour, ils retourneront chez eux parce que je crois que c'est leur volonté, et c'est pour ça qu'on a mis en place ce mécanisme de protection temporaire.